1859. Le musicien hongrois Franz Liszt vient de terminer et publier l'un de ses ouvrages, Des Bohémiens et de leur musique en Hongrie. Le compositeur avait déjà brillé dans le dit pays au cours de ses années virtuoses par des concerts, mais également avec l'inauguration de la cathédrale de Gran et sa Missa Solemnis. Son esprit un temps révolutionnaire lui avait permis de s'ériger en tant qu'icône nationale dans les années 1840. Pourtant, lorsqu'il publie son ouvrage, l'heure n'est pas aux acclamations, mais aux critiques. Le compositeur est hué pour sa vision de la musique hongroise, et certains de ses amis s'interdiront même à lui adresser la parole, alors même qu'ils n'ont pas lu l'œuvre. Mais pourquoi sa vision de la musique hongroise est-elle décriée? Liszt ne fait que s'exprimer avec passion pour une musique de son enfance. Qu'est-ce qui lui a valu de telles critiques? Pourquoi sa vision de la musique hongroise hérisse-t-elle même le poil de ses congénères? Mais la véritable question est, la vision de Liszt étant décriée, qu'est-ce que la musique hongroise? C'est ce que nous allons tenter d'établir dans cette vidéo. Alors je m'excuse d'avance pour la prononciation de certains mots hongrois. J'ai pas fait LV2 hongrois, je suis pas bilingue non plus. Mais je tâcherai d'afficher les mots à l'écran pour que vous ayez au moins leur écriture correcte. Également, c'est une vidéo qui pourra peut-être paraître dense au niveau des informations. Donc je vous fournirai un timecode qui vous permettra de vous repérer assez facilement. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Trouver des documents, des sources fiables sur la musique hongroise est une tâche ardue. Il n'existe pas de théorie musicale hongroise propre. À vrai dire, la question même de la musique hongroise n'a été apportée sur la table que vers le 19e siècle avec l'essor du nationalisme. C'est d'ailleurs avant tout un regard historique qu'il faut adapter si l'on veut comprendre l'origine de la musique hongroise et ses évolutions. Au début du XVIe siècle, la Hongrie est divisée. On retrouve l'actuelle Slovaquie sous le contrôle de l'Autriche, une partie sous l'emprise de l'Empire ottoman, et la Transylvanie royale, mais vassale et tributaire de l'Empire ottoman. Suite à diverses insurrections de la Transylvanie sous l'impulsion de Georges II Rákóczi, portées en vain, le territoire royal hongrois s'affaiblit et tombe sous la main des Habsbourg d'Autriche. S'ensuit une reconquête de la plaine du Danube et la défaite de l'Empire ottoman sous Léopold Ier d'Autriche. Cela marque la fin de la menace ottomane sur le Saint-Empire par la paix de Karlowitz en 1699. Une grande révolte nobiliaire suit, menée par François II Rákóczi de 1703 à 1711, mais est matée par le Saint-Empire qui nommera des gouverneurs jusqu'en 1765. Le Saint-Empire, qui avait maintenant la Hongrie sous tutelle, voyait une opportunité d'agrandir ses armées. Lors des campagnes de recrutement, il arrivait que l'on voit des hussards danser et chanter sur des rythmes hongrois. De l'allemand Verbung, qui signifie recrutement, s'est formé le mot hongrois Verbunk, qui a servi à désigner ces danses. Ces danses-là se sont popularisées tout au long du XVIIIe siècle, jusqu'à faire partie intégrante de la culture hongroise. Le Verbunkos était une danse campagnarde, majoritairement pour hommes. En fonction des villages dans lesquels on se situait, on pouvait trouver des variantes de Verbunkos. Mais on trouvait également des danses pour filles, comme les lianitank. Également, on trouvait des danses pour couples, les tchardas. Ce mot vous est sûrement familier si vous écoutez de la musique classique, car il vous évoque probablement la tchardas de Vittorio Monti. J'aimerais cependant vous recommander d'écouter les compositions de Mark Rosavolghi, qui est considéré comme un des pères de la tchardas en musique classique. Mais nous reviendrons plus tard sur les représentants de la musique hongroise. Je pourrais terminer cette partie sur le Verbunkos en précisant que ces danses sont généralement coupées en deux sections. Une première partie, une partie lente, le lassou ou lassant, et une partie rapide, la friche, plus connue sous le nom de friska. La popularité de ces danses ne va faire qu'augmenter, et cela va servir à alimenter un sentiment grandissant en Hongrie. Comme on le sait désormais, la Hongrie était sous tutelle autrichienne durant tout le XVIIIe siècle, et cela s'est forcément fait contre le gré des indépendantistes hongrois. La Révolution française de 1789 et ses idéaux anti-monarchiques va forcer Léopold II d'Autriche
à reconnaître les lois et les coutumes de Hongrie. Dans les décennies qui suivirent, l'indépendantisme hongrois se développa et l'on vit apparaître deux camps, les modérés, ceux qui sont pour le compromis avec l'Autriche, et les belliqueux, ceux qui sont pour la révolution violente. La musique commence à jouer un rôle politique, elle est alimentée par les légendes magyares, mais également l'histoire hongroise. Je vous ai cité auparavant Rosa Volgi et ses Csárdas, mais je me dois d'évoquer Ferenc Erkel, qui a composé l'hymne national hongrois, mais également plusieurs opéras sur des héros hongrois légendaires, notamment un sur le héros éponyme Hunyadi László. Alors je vais pas vous expliquer qui est Hunyadi László, le but c'est pas de refaire toute l'histoire de la Hongrie, mais en tout cas, si ça vous intéresse, faites-le moi savoir dans les commentaires, je vous fournirai un complément d'information. En 1830, la Révolution de Juillet assène un nouveau coup aux monarchies européennes et réveille les esprits indépendantistes. La Hongrie n'y échappe pas. Notre très chère liste y participe pleinement en organisant des concerts dans les années 1840 en Hongrie, en improvisant sur des marches révolutionnaires. Alors, autant ça lui a valu des acclamations, des honneurs comme des décorations, le sabre de parade hongrois, ainsi qu'une foule en délire, mais ça lui a également refusé l'aristocratie hongroise. Les puissants hongrois pensaient que donner l'aristocratie à Liszt, ce serait trahir la confiance autrichienne. En 1849, l'année du printemps des peuples, avec l'accord de Ferdinand Ier d'Autriche, la Hongrie obtient plus d'indépendance, plus d'autonomie, avec la création de son propre gouvernement. À la tête, on y trouve Lajos Batthyány et István Széchenyi, des modérés. On y trouve aussi des belliqueux comme Lajos Kossuth. Je vais la faire très courte. Les indépendantistes hongrois vont vouloir créer une grande Hongrie unie. Les Croates indépendantistes ne sont pas d'accord et vont déclarer la guerre à la Hongrie. Batthyány devra démissionner de son poste. Kossuth prendra sa place pour la Hongrie. Pour l'Autriche, en 1849, Ferdinand Ier abdique suite à des révolutions autrichiennes. Metternich prend la fuite, tout va bien dans le meilleur des mondes. La République hongroise est proclamée le 14 avril 1849. Sauf que... le chancelier autrichien, Félix Schwarzenberg, avec l'aide de la Russie, il va venir rouler sur les Hongrois. Et il va rétablir les Habsbourg sur le trône d'Autriche. Et replacer la Hongrie sous tutelle par la même occasion. Alors, pendant plusieurs années, la Hongrie va vraiment prendre cher. La conscription sera imposée. Donc toutes les campagnes de recrutement, les Ferbunkhos des hussards autrichiens, etc. vont disparaître. Et ça va durer jusqu'en 1867. Le compromis austro-hongrois sera signé. Donc on va se retrouver avec une double monarchie, sous un même empire. C'est la création de l'empire austro-hongrois. Je vous ai parlé de figures hongroises musicales durant la première partie du 19e siècle, comme Rosa Volgi ou encore Erkel, mais la vraie école hongroise de la musique s'est plutôt créée dans la deuxième partie du 19e siècle. En 1875 est créée l'Académie Franz Liszt. Des professeurs prestigieux y enseigneront, comme Erkel, et vont propager les idéaux nationalistes hongrois, musicaux, un peu politiques aussi. Des compositeurs légendaires vont y étudier, on parle de Béla Bartók, Zoltán Kodály, ou encore György Ligeti. On peut également citer d'autres musiciens, dont deux de mes pianistes favoris, qui sont György Cifra et András Schiff. Il peut être intéressant de noter pour la vidéo que Edward Kilieni, qui est l'auteur d'un papier qui m'a aidé à étudier la théorie musicale hongroise, a étudié à cette académie. Alors j'ai bien conscience que depuis le début de la vidéo, je vous parle énormément de Liszt. C'est pourquoi, maintenant qu'on est en train de citer des noms, je tiens absolument à en citer deux autres. Ede Rémieni et József Joachim. Des musiciens contemporains à Liszt qui ont été très ancrés dans la musicalité hongroise à ce moment-là. Il est d'ailleurs communément admis que c'est Ede Rémieni qui a introduit Brahms au rythme tzigane hongrois, ce qui l'aurait inspiré pour la création de ces danses hongroises. C'est réellement Bartók et Kodály qui sont les héritiers de la musique hongroise à l'aube du XXe siècle, ou du moins ils en sont les plus grands propagandistes. Se développe la musicologie comparée, qui va devenir l'ethnomusicologie dans les années 50. Bartók va insister énormément sur l'importance du folklore dans la musique. Selon lui, il existe des cultures qui n'ont pas de traces écrites de leurs ancêtres, et parfois les signes musicaux, les rythmes musicaux qui nous parviennent sont les meilleurs témoignages de ces derniers. Pour Bartók, le folklore fait partie intégrante du musicien. Et il est de son devoir d'essayer de constituer une musique nationale. Bartók est très au courant du fait que les frontières de la Hongrie n'ont jamais été les mêmes et va donc puiser dans des sources musicales roumaines, slovaques, croates pour essayer de reconstituer le plus fidèlement possible la musique hongroise.
Depuis les études de Bartók et Kodály sur la musique hongroise, ainsi que d'autres folklores, on a redécouvert la musique ancienne, notamment les modes de l'église et j'en passe. Ainsi, l'hégémonie tzigane sur la musique hongroise a pris du recul petit à petit dans la pensée collective pour laisser place à une nouvelle théorie. Et c'est ce que nous allons tenter d'expliquer dans la suite de la vidéo. Deuxième partie. Je l'ai dit précédemment, il n'existe pas de théorie musicale hongroise propre. Cette dernière est en réalité large et elle emprunte à beaucoup de théories musicales plus anciennes. Le papier qui m'a servi à élaborer cette partie est une mine d'or et je vous incite à aller le lire en ligne, je vous le mettrai en description. C'est un papier de Edward Kilieni sur des recherches du docteur Molnar. Le docteur Molnar pense que puisqu'il n'existe pas de théorie musicale propre, hongroise, eh bien il s'agit de regarder les différentes mélodies hongroises et d'en établir des règles tacites, des généralités. Voici ce que j'ai pu retenir de ce papier. D'un point de vue harmonique, il existe de fortes similitudes entre ce que l'on appelle la gamme hongroise et les modes anciens de l'Église. Il y a une prédominance du dorien, le mode de Ré, avec des sixtes majeurs et des septièmes mineurs. On retrouve également l'hypo-éolien et l'hypo-phrygien. Je m'explique. La forme hypo d'un mode, c'est son mode plagal. Le plagal provient du plein chant grégorien et caractérise une octave allant d'une quarte inférieure à la tonique jusqu'à sa quinte supérieure. Ça veut donc dire que si l'on prend le mode hypophrygien, le plagal du mode de mi, on se retrouve alors à construire un mode sur une octave allant de la quarte inférieure à mi à sa quinte supérieure, soit le mode de si. Donc l'hypophrygien est le mode de si et l'hypoéolien est le mode de mi. Mais tout ça n'est pas très substantiel, il nous en faut plus. Dr Molnar a remarqué que ce que l'on appelle la gamme hongroise a tendance à se construire sur un mode mineur harmonique auquel on a ajouté une quarte augmentée. Voici le mode mineur harmonique de Do, auquel on ajoute une quarte augmentée. On peut en prendre une autre, celle de Ré, à laquelle on ajoute une quarte augmentée. Ces cartes augmentées peuvent servir de transition tonale. À partir de ce mode hongrois, on peut construire des accords typiques. Un accord courant des mélodies hongroises est la sixte française, une sixte augmentée. Le Saint Wikipédia nous donne la définition suivante de la sixte augmentée. Construisons-la sur notre gamme hongroise de Do. La dominante Sol devient la sensible Fa dièse. On se retrouve avec Do Fa dièse, qui a pour base le sixième degré de notre gamme, La bémol. La particularité de la sixte française est de superposer une tierce majeure avec une seconde majeure. Ici, La bémol Do est notre tierce majeure et Do Ré notre seconde majeure. Vient s'ajouter Ré Fa dièse, une tierce majeure, et Fa dièse La bémol, notre seconde majeure. Ce genre d'accord est courant dans la musique, et on le retrouve énormément pour des résolutions d'accords, notamment dans la musique de Bach. Avec tous les éléments qu'on vient d'énoncer, on peut maintenant s'essayer à une petite improvisation hongroise. Un autre élément important des mélodies hongroises est l'embellissement. On peut le retrouver sous plusieurs formes, généralement des appoggiatures légères, organisées de différentes façons. Unique pour des sauts, par triade,
avant un motif. Amène une transition. Ou par glissement chromatique. Mais les mélodies hongroises ne sont pas uniquement l'affaire des modes et des tonalités. Elles sont également l'affaire de rythme. Quiconque aura déjà un peu écouté la musique hongroise remarquera le rythme atypique de cette dernière. Pendant longtemps, les théoriciens ont pensé que la musique hongroise s'était construite sur l'intonation de la langue. Mais Molnár n'est pas d'accord. Selon lui, la musique hongroise, sa prosodie, s'est construite sur la musique sacrée et le contrepoint. Toujours selon Molnár, il ne faut pas prendre la musique hongroise comme quelque chose de parlé, mais plutôt comme un ensemble de mesures construites polyrythmiquement, sur 8 ou sur 4. Bien évidemment, on ne peut pas passer à côté des rythmes marqués et pointés des mélodies hongroises. Des rythmes typiques apparaissent plusieurs fois et proviennent de contractions polyrythmiques. Les notes courtes ont souvent l'habitude d'être accentuées et les notes longues plus légères, comme dans cet extrait de la 19e rhapsodie hongroise. On entend beaucoup plus les appoggiatures, les notes courtes, que les notes non appoggiaturées. Les accents ne sont pas sur les rythmes, mais hors rythme. De même, on remarque que la musique hongroise possède énormément de pauses, de syncopes, des rythmes hors pulsation, ce qui donne un aspect dansant. Cependant, la plupart des mélodies hongroises sont écrites en 4/4, en binaire, et non en ternaire. Ceci est probablement l'héritage des formes classiques latines. Surtout, ne pas improviser la musique hongroise. C'est une chose contre laquelle le docteur Molnár s'est battu. Selon lui, la musique hongroise peut et doit être écrite. Pour lui, c'est dommage que la musique hongroise ait cette réputation de devoir être improvisée. C'est d'ailleurs une des conséquences de l'amalgame fait entre musique gitane et musique hongroise. C'est que parce que les gitans ont plutôt l'habitude d'improviser leur musique, eh bien, dans la pensée collective, désormais, on pense que c'est le cas pour la musique hongroise. Chaque élément a son importance dans l'élaboration d'une mélodie hongroise. Selon le docteur Molnár, voici 4 choses qui sont essentielles à l'élaboration d'une bonne sonorité hongroise, de bonnes harmoniques hongroises. 1. Des changements de tonalité. 2. Des suspenses. 3. Des anticipations. Et 4. Des points d'orgue, des pauses marquées. Mais même lui le dit, ce ne sont que des règles tacites, des généralités. Chaque mélodie possède sa propre spécificité et ne doit pas suivre religieusement des règles. Bien. Ce que l'on retient après cette vidéo, ce sont plusieurs choses. 1. La musique hongroise n'est pas la musique tzigane. Je suis désolé Lys, je t'adore vraiment, mais t'as merdé sur ce coup. 2. Elle emprunte à d'anciennes théories musicales, comme le contrepoint, ou des modes de l'église. 3. Le folklore est une source d'inspiration certaine et sert à l'élaboration d'un récit national. Alors je sais que je n'aurais pas tout abordé dans cette vidéo. Le but était de proposer une introduction à la musique hongroise. Je sais par exemple que je n'ai pas forcément parlé de la mythologie magyar, qui est pourtant un élément important dans la musique hongroise. Le problème étant qu'une œuvre correspond généralement à un mythe. Je vous ai parlé d'Hunyadi László dans la vidéo, mais il y a également d'autres éléments de l'histoire du folklore qui reviennent dans les œuvres.
J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous l'avez appréciée, faites péter le pouce. Et je vous souhaite le meilleur. À la prochaine. Tchuss.